revenons sur concrètement les critères, les conditions, le détail de cette proposition, puisque c'est quand même l'information du jour, de ce plan américano-européano-ukrainien de cessez-le-feu pour l'Ukraine, qui commencerait ce lundi pour 30 jours. Emmanuel Macron a donné une interview aux Parisiens dans laquelle il évoque un élément extrêmement important qui est celui des troupes au sol. Voilà ce qu'il dit. La clé, c'est d'avoir des troupes en Ukraine. Ça peut être quelques milliers, mais pas quelques centaines de milliers. Voilà, c'est du Emmanuel Macron, mais enfin pour une fois on a un chiffre. Le débat n'est pas la quantité. Alors Michel Goya, si c'est pas la quantité, c'est quoi donc? C'est l'existence. Quoi donc? C'est la présence. C'est l'existence en soi. C'est ça qui est important. C'est le fait. Bien sûr, des centaines de milliers, mais évidemment. Ça, c'était inconcevable. Bon. Absolument inconcevable. Donc, quelques milliers. Oui, c'est-à-dire que déjà, la capacité véritablement de projection maximale des pays européens, c'est quelques dizaines de milliers. Le maximum qu'on ait jamais fait, c'était en Afghanistan, c'était 44 000 soldats européens en Afghanistan. Donc, au maximum, on n'aura pas ça. Ça sera pas ça. C'est le maximum possible, certainement. Donc, on n'aura pas ça. Mais la vraie question, c'est pourquoi faire? De quoi s'agit-il, en fait, dans ces quelques milliers? On aura des Britanniques, on aura des Français, ça c'est à peu près certain. Puis quelques autres volontaires qui viendront, qui enverront des bataillons. Est-ce qu'il s'agit simplement d'une force d'appui, de soutien, de conseillers, de techniciens qui viennent aider des forces ukrainiennes à l'arrière? Ça, c'est une première possibilité. Est-ce qu'il s'agit, et là c'est beaucoup plus sérieux, d'unités de combat? Est-ce qu'il s'agit de protection du ciel? Est-ce qu'il s'agit, etc. Et surtout, à quel moment, quoi? Ça fait beaucoup de questions, là. Hein. Emmanuel Macron. Oui. Non, mais tout est flou, hein, attention, sur le sujet. Mais volontairement flou. Oui. Parce que d'abord, il y a quand même une opposition forte de la Russie à cette idée, quoi. Oui, enfin, si on part par là, on fait strictement rien. Parce que la Russie s'oppose à tout. Ça dépend, mais encore une fois, il y a deux étapes. Il y a le cessez-le-feu, il y a Absolument. Bon, si on veut le cessez-le-feu, la Russie a bien expliqué que, même s'ils disent qu'il n'y aura pas de conditions, mais en réalité, ils ont dit, voilà, des troupes étrangères, des troupes de combat européennes sur le sol ukrainien, c'est niet, on devra se battre tant que cette idée sera là, quoi. Emmanuel Macron, il dit, le débat, c'est de dire qu'on sera là pour assurer une présence de réassurance en deuxième rideau, dans les airs ou sur des points stratégiques éloignés de la ligne de front. Surtout, on est là pour signer une solidarité. D'où la question de savoir si le nombre est vraiment important. Est-ce que mettre, je ne sais pas, 3 000 Européens sur le sol ou 44 000 comme en Afghanistan, ça change vraiment l'impact que ça a sur le pays potentiellement agresseur? Alors, c'est ce qu'on appelle des forces détonateurs. C'est le cas en Estonie, par exemple. Vous avez 300 soldats. Ah, ça, c'est un nouveau terme. Non, non, mais pour nous, Michel, les novices. Donc, c'est un nouveau terme qui arrive dans cette guerre. Donc, bataillon détonateur. De quoi s'agit-il? Oui, c'est-à-dire concrètement, vous avez 300 soldats qui sont français en Estonie, qui font partie d'un bataillon multinational commandé par les Britanniques, intégré dans l'armée estonienne. Ça veut dire quoi concrètement? Avec 300 soldats, vous n'arrêtez pas une division blindés russes. En revanche, vous obligez les Russes, s'ils attaquent à l'Estonie, à combattre des Français. Et donc à tuer des Français, et donc de fait à entrer en guerre avec les Français. C'est ça que ça veut dire. Alors militairement, c'est pas suffisant, mais politiquement, c'est quand même un seuil difficile à franchir. Donc il y a une forme de dissuasion déjà par la présence des forces. Maintenant, voilà, si en plus on est nombreux et si on est costaud, la dissuasion elle est encore plus forte. Évidemment, elle est aussi militaire. Non, mais est-ce que c'est clair? Est-ce que là, parce que vous nous dites c'est pas clair la mission. Est-ce que là, les propos d'Emmanuel Macron sont, à votre avis, plus clairs sur ce que serait cette mission, cette coalition des volontaires ou cette troupe au sol, où ça reste sciemment, parce que je ne veux pas croire que Emmanuel Macron ne soit pas clair sans le savoir. Donc il est volontairement pas clair. Oui, je pense qu'il est volontairement pas clair parce qu'on est toujours à des points de bifurcation. On ne sait pas très bien en réalité. Il y a plusieurs options, on va dire comme simplement. Il y a plusieurs options possibles. On attend surtout de voir la réaction des Américains et des Russes, plutôt des Russes d'abord et des Américains aussi, en soutien de ces propositions. Mais pour l'instant, je pense, pour ma part, que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'on ait des forces, effectivement,
mais plutôt en périphérie de l'Ukraine. Ludmila, est-ce que c'est ce que vous pensez ? Je pense que c'est vrai que c'est pas clair pour l'instant le contour de ça, mais ce qui est très sûr, c'est ce que ressort aujourd'hui de la déclaration du président Zelensky à la suite justement de discussions avec les 4 chefs d'État, et c'était 2 choses. Il a dit qu'une clé pour la garantie de sécurité de l'Ukraine, ça sera aussi le contingent ou bien la force de réassurance. Il a dit que ça, c'est une des clés pour les garanties de sécurité de l'Ukraine. L'autre chose qui était, en fait, c'était un premier, c'était les capacités ukrainiennes pour se défendre. Et ça, sur ça, il y avait quand même une unité. Garantie de sécurité, on n'arrive même pas déjà à mettre en place un cessez-le-feu. Imaginez un peu à quel point on est loin de tout ça. Mais écoutez, il faut tout préparer et après, il y aura un cessez-le-feu. Mais si vous avez le cessez-le-feu et vous n'avez pas tout le cadre qui n'est pas préparé, bah, vous êtes très mal parti. Pourtant, c'est précisément ce que veut Emmanuel Macron. Il a dit d'abord on fait un cessez-le-feu, on ne discute absolument pas des conditions et ensuite, pour parvenir à la paix, on voit au cas par cas avec toutes les parties prenantes ce qu'il est possible de faire. Et c'est ce que le président Zelensky propose et c'est ce que les États-Unis proposent et c'est ce que Poutine refuse parce que lui, surtout, il ne veut pas avoir un cessez-le-feu pour pouvoir après discuter tranquillement, si on peut dire ça, de questions de territoriales, de questions de garantie de sécurité. Ce qui est sûr, c'est que le contingent, la force de réassurance, elle est nécessaire et l'Ukraine le voit comme une clé dans cette architecture de défense qu'elle pourrait avoir. Et ça, si on revient à la base, c'est que l'Ukraine, elle ne se bat pas que pour elle. L'Ukraine se bat pour l'Europe parce que c'est l'Europe que Poutine menace. Et si l'Europe, elle dit que la sécurité de l'Europe dépend de l'Ukraine, il faut que l'Europe soit impliquée en Ukraine d'une manière très concrète pour assurer que s'il y a un cessez-le-feu, qu'il est tenu. S'il y a des garanties de sécurité qui étaient données, qu'ils sont là. Et l'Europe devrait être un acteur clé là-dedans. Et c'est ça le message. Mais attendez, là, toute la soirée, on s'est parlé de sanctions potentielles contre la Russie. On s'est parlé de réarmement potentiel de la part des Américains de l'Ukraine. Est-ce que si, en effet, Aurélien Duchesne, le cessez-le-feu n'est pas accepté, les Occidentaux pourraient aller jusque-là, jusqu'à mettre tout ça en place, et que finalement la Russie n'aurait pas plus à perdre qu'à gagner? Est-ce qu'elle le sait? Est-ce que ça peut guider son choix dans les prochaines heures? Quand vous prenez ce que disait Trump, alors même pendant sa campagne de parler de sanctions, alors il a utilisé le terme de tripling, par exemple, donc vraiment d'essayer de d'étouffer l'économie russe ou de livrer au maximum des armes à l'Ukraine. C'était des gens comme Mike Pompeo qui l'avaient dit. On peut imaginer que ça soit remis sur la table dans les prochaines semaines. Que si les Russes n'accélèrent pas le calendrier des négociations, que les Américains continuent ce qu'ils ont fait encore aujourd'hui, c'est-à-dire de faire des livraisons, d'autoriser l'Allemagne plutôt à livrer à l'Ukraine des missiles Patriot et ATACMS pour taper dans la profondeur les ATACMS du territoire russe. Et s'agissant des Européens, nous, avec tous les paquets de sanctions qu'on a livrés, on a moins de marge de manœuvre, mais on a par exemple la question des avoirs russes gelés sur le sol européen, 200 milliards quand même, où là aussi, par exemple, on a des leviers pour agir et mettre la pression. Mais quid de ces fameuses armes américaines? Est-ce que Trump pourrait décider que demain, face à ce refus russe, il réarme fortement l'Ukraine? Jusque-là, ça ne semblait pas vraiment être dans les plans de Donald Trump, mais s'il y est contraint parce qu'il est vexé que Poutine n'ait pas accepté, est-ce qu'il peut aller jusque-là selon vous? Il a commencé à le faire déjà en réautorisant des ventes à l'Ukraine, que l'Ukraine puisse acheter des armes américaines, et donc en autorisant, comme avec le cas de l'Allemagne, des pays européens à livrer des armes quand même sensibles, les ATACMS ou les missiles Patriot. Et les pièces détachées de F-16 également. Aussi, absolument. Les F-16, voilà, c'est ce que l'administration Biden n'avait jamais fait, parce qu'ils estimaient que le F-16, décrit comme un game changer, était un peu escalatoire. Et on peut imaginer que Trump le fasse. N'oublions jamais que Trump, comme il l'a rappelé dans le bureau ovale face à Zelensky, c'est lui qui a livré des missiles Javelin aux Ukrainiens, là où, pour citer Trump lui-même, Obama n'avait que livré des draps aux Ukrainiens. Sylvie Warman, alors, est-ce que ce qui est de nouveau dans cette proposition d'aujourd'hui européenne, c'est le fait finalement que les Européens ont gagné leur place à la table des négociations? C'est ce qu'ils souhaitaient depuis un certain temps. Finalement, on a l'impression que les États-Unis laissent faire, mais restent silencieux. Que veut dire ce silence ? Justement, c'est la question qu'on peut se poser. Je crois qu'ils ne sont pas prêts encore à forcer Vladimir Poutine. Donc ils laissent les Américains, ils laissent les Européens se mettre en avant avec un accord tacite, mais je pense qu'ils n'ont pas encore pris leur décision. Donc ce silence, c'est de la fonction. Moi, j'évite d'employer ce terme en relations internationales et au niveau Vous avez raison, c'est beaucoup plus. C'est une question de responsabilité ou d'analyse des forces en présence. Donc, je crois qu'il attend.
et qu'il prendra une décision à ce moment-là. Mais je ne pense pas qu'il soit prêt à une décision radicale encore. Mais donc, reparlons de quand même cet envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, qui est donc son partenaire de golf, son ami depuis toujours, qui a été reçu 4 fois par Vladimir Poutine, et plutôt très bien reçu, et dont on dit qu'il serait prêt de revenir dans quelques jours, à peine, à Moscou, Gallagher, avec une proposition, un certain nombre de propositions claires qui seraient acceptables par Moscou. Ça va être intéressant, d'autant que là, il y a un petit scandale qui bruit sur les réseaux. Je ne sais pas si vous connaissez Christo Gotsev du collectif Bellingcat, qui a fait une étude absolument fascinante, comme toutes leurs études, où ils ont remarqué que, contrairement à ce qui est normalement protocolairement obligatoire pour un émissaire américain, particulièrement quand il se rend au Kremlin, il s'est présenté à Vladimir Poutine, à Ushakov, son conseiller en matière de politique étrangère, et Dmitriev, le patron du Fonds souverain russe, seul. Et il y avait une personne qui était présente à la table, une jeune femme. Ah, vous voulez dire le scandale de la traductrice? Oui, racontez-nous ça. Et donc Gotsev, qui grâce à du renseignement en source ouverte et de l'intelligence artificielle, découvre, et c'est disponible sur Internet, que cette personne est très vraisemblablement un agent du renseignement russe, alors que Witkoff semble penser que c'est l'interprète mise à disposition par sa propre ambassade, l'ambassade des États-Unis. Donc ça sent quand même un mélange d'amateurisme et d'improvisation débridée qui complique largement davantage la crédibilité de Witkoff dans ce processus, crédibilité qui est quand même déjà bien entamée au vu des résultats ou l'absence de résultats jusqu'ici. Je précise, puisque vous parlez de traduction et de VO. Traducteur. De langue originale, que vous avez, lorsque vous êtes allé à Moscou pour la dernière fois, Anne, il y a quelques semaines, pour interviewer Dmitri Peskov, voulu lui parler en langue russe. Pourquoi, justement? Pour que la question du traducteur ne se pose pas. Parce que, effectivement, il était possible on m'a proposé, effectivement, un traducteur. Si j'avais dit oui, c'est le traducteur. Quand le traducteur n'est pas la personne qui vient avec vous, n'est pas de votre côté, effectivement, c'est compliqué. Donc, puisque je parle russe, j'ai préféré parler sans traducteur. Pensez-vous que j'ai eu raison, oui, Alexandre parce que Denic? ça me fait penser à mon expérience de traducteur, d'interprète au niveau... C'est capital, le rôle du traducteur. Oui, c'est capital, mais en même temps, c'est une déperdition de sens. Donc, c'est-à-dire, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas traduire mot à mot. Donc, il y a toujours des phrases qui sont extrêmement importantes, mais qui viennent souvent du traducteur. Par exemple, regardez, je connais bien le traducteur officiel de Mikhail Gorbatchev, Pavel Palachenko, qui est excellent. Son traducteur en quelle langue? En anglais. En anglais. En anglais, tout simplement. Parce que si Gorbatchev avait été compris, il était compris grâce à son traducteur. C'est tout un art, finalement, la traduction. Donc, mais ça peut être aussi une sorte d'amateurisme, comme disait Gallagher, parce qu'aujourd'hui, on sort des circuits de la tradition diplomatique que nous avons bien connue avec vous, Madame l'ambassadeur. Et il y a le rôle de plus en plus importante des gens comme Kirill Dmitriev, comme Steve Witkoff. Qui lui n'a pas besoin de traducteur. Qui tombe un peu du ciel et pour des raisons transactionnelles qui ne sont pas forcément à l'origine de la diplomatie, peuvent justement se mettre en valeur. Mais vous, Sylvie Berman, quand vous étiez en poste à l'ambassade à Moscou, en tant qu'ambassadeur, vous utilisiez bien sûr une traductrice. Alors, il y a des traductrices extraordinaires. Oui, quand c'est effectivement celle à qui nous pensons. Donc, on sait travail, des traductrices simultanées, donc de français en russe. Et elle le fait ou simultané ou consécutif. Ça dépend des cas, ça dépend. Au MID, ça pouvait être en russe, et puis. Mais vous arriviez avec votre traductrice. Non, mais toujours. Le président de la République aussi, le ministre des Affaires étrangères avait sa traductrice, et Chevènement a été reçu comme envoyé spécial. On était 4. Pour ne pas utiliser les traducteurs. Bien sûr, il y avait une traductrice de l'ambassade. Donc c'est extrêmement important le rôle du traducteur. Pour vérifier, parce que sinon le traducteur a toute puissance si l'autre ne parle pas russe.
Alors justement, sachez, puisqu'on parle de traducteurs, que nous avons actuellement un traducteur ou une traductrice derrière en régie qui attend, tout comme nous d'ailleurs, la prise de parole de Vladimir Poutine qu'on attend dans les prochaines minutes. La salle de presse au Kremlin est déjà prête. On a vu tous les journalistes s'installer tout à l'heure. Depuis combien d'heures attendent-ils? Depuis des heures. Selon nos informations, c'est depuis 16 heures, heure française. Vous pouvez imaginer. Mais effectivement... ça devrait arriver quand même. Vladimir Poutine, Donald Trump, beaucoup de chefs d'État font attendre. Mais il finira bien par arriver. Oui, mais je pense que... Que va-t-il dire? Ça, par contre, je ne peux pas vous le dire. C'est la grande tradition de Poutine, parce qu'il se fait attendre, et comme ça, il remonte un peu la valeur de ce qu'il va pouvoir dire. Et après, nous, ici, on s'attend qu'il va pouvoir dire des choses qu'on voudrait entendre. Par exemple, ses réactions à ce qui s'est passé à Kiev avec la déclaration un peu ultimatum ukraino-européenne et américain vers la Russie. Mais ce qui était aussi dit par Peskov, par son porte-parole, c'est qu'il n'y aura pas de question de journalistes. Alors, mais on est juste là. Ludmila, vous, par exemple, qu'aimeriez-vous que Vladimir Poutine dise? Qu'accepteriez-vous qu'il dise sur ce plateau. Que croiriez-vous dans des paroles de Vladimir Poutine? Moi, je crois rien de ce qu'il dit. Et quoi qu'il dise. Quoi qu'il dise, je crois pas. Et je pense que c'est encore l'expérience qui parle, parce que tout ce qu'il a dit, je vais pas envahir l'Ukraine, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça, et lui, il le fait. Alors, moi, j'ai aucune confiance dans sa parole. Et tout ce qu'il va dire, c'est pour encore racheter du temps. Alors, racheter du temps. Et quelle serait la moins mauvaise des hypothèses concernant ce qu'il pourrait annoncer ce soir? Quel serait, selon vous, ce qui irait le plus dans le sens d'une paix en Ukraine, ce qui irait le plus dans le sens de ce que veulent les Européens et les Américains? Est-ce qu'il y a quelque chose, malgré tout, que vous espérez plus qu'une autre? Je pense que pour Poutine, il pourrait juste ne pas se prononcer sur cette question, parce qu'il n'aime pas être reculé, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Parce que les Européens, en mettant l'ultimatum de cessez-le-feu le 12 mai, c'est-à-dire lundi, mettent la Russie sciemment dans une situation très inconfortable. Oui. S'ils refusent le cessez-le-feu, ils montrent qu'ils ne sont pas sérieux face aux États-Unis de s'engager dans une démarche de la paix ou du cessez-le-feu. Et ça peut nuire cette négociation qu'ils sont en train de mener sur le plan économique et qui sont plutôt chères à la Russie. Maintenant, moi je pense que ce qui était déjà dit et évoqué sur ce plateau, il pourrait dire oui, bien sûr, on est bien sûr toujours pour la paix. Et Poutine lui-même, il a dit et répété, on est là pour instaurer la paix. Mais sauf que ça sera à condition de la Russie. Et les conditions de la Russie n'ont pas changé depuis 3 ans. Je vous rappelle Elles restent les mêmes. Elles restent les mêmes. Les conditions n'ont pas bougé de iota. C'est pour ça qu'on ne peut pas croire à quoi qu'ils disent. Pas vraiment. Parce qu'ils veulent toujours démilitariser l'Ukraine. Ils veulent toujours avoir un gouvernement un peu fantoche à l'Ukraine, c'est-à-dire quelqu'un qui va être plus maniable de la part du Kremlin. Et ils veulent toujours pas que l'Ukraine a sa culture, son identité. En tout cas, on l'a beaucoup dit ce soir, ce que veut Vladimir Poutine, c'est imposer ses conditions pour un cessez-le-feu. Pourtant, ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas question de faire un cessez-le-feu justement au cas par cas, avec de la dentelle, avec des conditions prises ça et là. Ce que veut Emmanuel Macron et l'ensemble des Européens, c'est un cessez-le-feu unique, encore une fois sans conditions, et ensuite seulement discuterons-nous des conditions dans lesquelles la paix sera potentiellement appliquée en Ukraine. Écoutez. Tout ce qui viendra troubler le jeu en mettant des conditions, c'est en quelque sorte une manœuvre dilatoire pour ne pas vouloir la paix. Et donc nous sommes très clairs, nous considérons que à partir de lundi, c'est en effet un cessez-le-feu sans condition préalable qui est imposé. Ensuite, toutes les conditions d'une paix durable seront discutées. Et c'est exactement ce qui structurera la discussion pour une paix durable. On ne va pas donner de la visibilité sur ce qu'on fera demain, qui dépend d'abord de la première réponse, qui est celle que la Russie doit apporter au cessez-le-feu. Et ensuite, on construira ce qui est efficace. Et peut-être que le plus efficace n'est pas ce qu'on est en train de se dire là. Donc je pense qu'il faut faire les choses en séquence. Gallagher, dans ce qu'on entend, c'était effectivement le plan de l'Ukraine dès le départ, de dire on va faire un cessez-le-feu pour voir que tout le monde est de bonne volonté, et ensuite on va négocier pour savoir comment la paix peut s'organiser. Là, c'est pas la paix dont on discute, c'est bien d'un cessez-le-feu. Donc en fait, rien ne s'y oppose sur le papier. Peut-être que Vladimir Poutine, comme vous aimez à le penser, pourrait dire oui. Il ne veut pas dire oui, mais en l'occurrence, là, il est au pied du mur, donc il faut qu'il formule encore une fois une réponse qui ne soit
ni une acceptation, ni un refus trop explicite. Donc il faut qu'il produise du langage pour quelque part noyer le poisson, parce que la vérité, c'est que l'Ukraine a dit oui au cessez-le-feu sans condition et pendant 30 jours, dès le 18 mars à Jeddah en Arabie Saoudite, lorsque les Américains ont pratiqué cette diplomatie de la navette, où ils voyaient les Russes d'un côté et les Ukrainiens d'un autre côté. Mais effectivement, ça met Vladimir Poutine, et qui déteste cela, mais qui aime être acculé. Oui, personne ne peut dire qu'il aime être acculé. Personne. Donc il faut qu'il essaye, si vous voulez, de reprendre la main. Ça ne va pas être évident. Moi, j'imagine qu'en ce moment, le Kremlin, l'administration autour de Vladimir Poutine, essaye d'entretenir des canaux très actifs avec les Américains pour essayer de mieux mesurer le degré de soutien américain, ce qu'il y a concrètement dans ce soutien, afin d'être dans un calcul un peu plus précis que du doigt mouillé, c'est-à-dire dans ces deux colonnes coût-bénéfice, où est-ce qu'il se situe précisément ? C'est-à-dire quel est le sérieux, quel est le degré de la menace, quelle est la crédibilité de la menace, et qu'est-ce qu'il a lui de son côté ? C'est intéressant, pendant que je suis en train de répondre, on revoit les images d'hier. Voilà, sur la place rouge. 29 pays à ses côtés. Qu'est-ce que ça pèse militairement, économiquement, démographiquement, géopolitiquement, et qu'est-ce qu'il a en face de lui concrètement ? C'est aussi ça qui est en train de se jouer ce moment, me semble-t-il. Oui, c'est en train de se jouer. Ce qui est en train de se jouer, c'est effectivement le fait, on peut revenir, colonel Goya, sur la situation militaire. Est-ce que aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, un certain avantage militaire se trouve du côté russe, ce qui permettrait à Vladimir Poutine justement de gagner du temps, ce qu'il est en train de faire? Ou est-ce que c'est une illusion de dire ce que je viens de dire? Concrètement, sur le terrain, les forces russes continuent à progresser. Le rapport de force est plutôt à leur avantage, progresse de manière minimale. C'est-à-dire que gagner du temps, oui, mais pour avoir suffisamment de temps pour avoir un objectif stratégique important, il faut compter en mois, au moins en mois. Donc ça paraît illusoire quand même malgré tout d'imaginer que dans quelques mois on sera toujours dans la même situation. Mais il y a encore des volontaires en Russie assez pour continuer à faire cette guerre. Oui, en tout cas c'est ce que prétend la Russie, mais la Russie est sous tension incontestablement, comme l'Ukraine. Mais encore une fois, on continue à se battre parce qu'on a l'espoir que ça sert à quelque chose. Si les Russes étaient totalement stoppés sur le terrain, peut-être qu'effectivement, là, dans ce cas-là, Vladimir Poutine consentirait à arrêter les combats en disant de toute façon ça sert à rien, quitte à les reprendre plus tard. Mais là, pour le coup, il peut avoir le sentiment qu'il est toujours en train de gagner, donc ça sert à rien de s'arrêter pour l'instant. Alexandre Melnik. Les objectifs de cette guerre n'ont pas changé pour Poutine. Ça a été confirmé d'ailleurs le 9 mai sur la place rouge, quand il a une fois de plus établi ce parallèle entre la Grande Guerre patriotique, lorsque l'Union soviétique avait combattu et battu les nazis, et en disant que les nazis aujourd'hui ce sont des Ukrainiens, et que la Russie a presque le devoir sacré de combattre et de battre les nazis. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une démarche jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, rien n'a changé du point de vue de ses objectifs finaux. Donc, les objectifs finaux, ce n'est pas des territoires, mais c'est Kiev. Et c'est aussi... Kiev, il n'est pas capable de prendre Kiev. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas pris Kiev. Les objectifs, ce n'est pas forcément la réalité des choses. C'est-à-dire, ce sont les ambitions de Poutine. Il ne peut pas renoncer. Il y a la réalité aussi. La réalité, évidemment, il se heurte à la réalité, mais il y a aussi la réalité de son propre peuple auquel il s'adresse en faisant vibrer cette fibre patriotique, donc très importante. Et la guerre, vous savez, je disais qu'il avait signé un contrat avec la guerre, Poutine, le contrat d'assurance, pas vie, mais de survie, finalement. C'est-à-dire ce contrat de survie, tant que la guerre continue, son régime existe. Mais
si la guerre cesse, donc il y aura peut-être un point d'interrogation sur la fiabilité du régime de Poutine. Oui, l'avantage des autocrates par rapport à des dirigeants démocrates, c'est qu'ils peuvent décider quand est la victoire. Donc un jour, il peut décréter la victoire, quel que soit le résultat. Vous voulez dire qu'il se fiche de son opinion publique? Mais oui, il se fiche de son opinion publique. Il n'y a pas d'opinion publique structurée en Russie. Donc si un jour il décide qu'il a assez gagné, c'est ce qu'il dira. Et d'autre part, alors pour la possibilité de gagner, si on s'en réfère à l'Institut pour l'étude de la guerre, c'est normalement, il faudrait 83 ans à la Russie, à ce rythme, pour gagner l'ensemble de l'Ukraine. Pour aller jusqu'à Kiev et même au-delà, pour gagner l'ensemble. 83 ans. 83 ans. Oui, mais ce qui est aussi important, c'est que Poutine, il a mis toute son économie dans l'économie de guerre. C'est-à-dire que tout dépend de l'effort de guerre que Poutine a tout intérêt de continuer parce que ça fait vivre les ménages. Malheureusement, ça fait aussi mourir beaucoup. Ou peut-être pas malheureusement, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est là, c'est la réalité. Il y avait un excellent documentaire diffusé justement sur LCI par, je pense que c'était, le reportage de Jérôme Garraud qui montrait à quel point, hier soir justement, à quel point la société russe est militarisée, à quel point les jeunes générations se préparent à la guerre. C'est une raison d'être que Poutine a pu redonner pour certains, et c'est le seul projet national qu'il a pu proposer à son peuple depuis ses 20 ans au pouvoir. Il faut quand même se dire qu'effectivement, la guerre, c'est la survie de Poutine. Il y a un changement des élites en Russie, effectivement, une héroïsation de ceux qui reviennent de la guerre. Oui, et alors renoncer à la guerre, à l'économie de guerre, c'est pas demain qu'ils vont pouvoir vraiment juste stopper les chaînes de production de différents équipements militaires, parce que c'est ça qui fait aussi nourrir l'économie. Les 50%, on dit que c'est entre 6% du PIB qui vient en fait justement de tout ce qui est industrie le complexe militaro-industriel. Alors et les dépenses qui y vont, 30% du budget. Précisons qu'on attend toujours, alors qu'il est, c'est-à-dire à minuit 31, bientôt 32 sur LCI, une prise de parole. 1h30 à Moscou. 1h30 à Moscou, exactement. Vladimir Poutine qui va donc s'exprimer. On ne sait pas exactement s'il va s'exprimer concernant le cessez-le-feu proposé par les Américains et les Européens ou absolument pas. Mais Gallagher, peut-on imaginer, vous qui êtes américain, comme si ça vous rendait plus légitime à rentrer dans la tête de Poutine, de Trump, on va quand même essayer, mais peut-on imaginer que demain, dimanche, aujourd'hui dimanche. Oui, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Peut-on imaginer que Trump prenne la parole pour lui aussi enfoncer encore un petit peu plus le clou concernant ce cessez-le-feu, de manière à peut-être motiver un petit peu plus Vladimir Poutine d'accepter ce cessez-le-feu? Je pense que Donald Trump, et on l'a déjà dit, attend de voir ce que Vladimir Poutine va dire. Je pense également... Dans ce sens-là, plutôt, oui. Alors, je pense qu'il y a également des canaux actifs en ce moment. Je pense que Russes et Américains sont en train de parler. Il y a peut-être Witkoff, son copain de golf, qui est en train d'essayer de discuter avec Vladimir Poutine afin qu'il y ait des explications qui soient fournies de part et d'autre. Donc on n'est pas complètement dans l'attente côté américain. Il y a quand même des émissaires qui tirent de 3 ficelles. Ah, j'ai aucun doute sur le fait qu'effectivement, là, il y a du dialogue. Il y a des téléphones qui doivent chauffer en ce moment. Crypté. Vu le moment... On l'espère. Ou pas, vu la manière dont ça se passe. L'administration là. Je rappelle que Mike Waltz a perdu son job à cause de ça. Donc, l'ancien conseiller de la sécurité nationale. Mais non, plus sérieusement, oui, je pense que... Donald Trump c'est pas un pari très risqué de ma part parce qu'il parle tout le temps, va s'exprimer. En revanche, s'il tarde à le faire, c'est parce que il a décidé qu'il allait attendre que Vladimir Poutine s'exprime avant lui de le faire à son tour. Ça me paraît relativement évident parce qu'il y a quand même de nombreuses heures qui sont passées depuis ce moment désormais historique qui s'est déroulé cet après-midi à Kiev avec ses chefs d'État et de gouvernement européens.